Ok, bonjour. Donc, petit enregistrement pour... aujourd'hui, nous sommes le 29 avril 2024, il est 22h49. Et je pense que le son résonne un petit peu, hein. Normalement, ça doit un peu résonner, mais c'est pas très grave. Euh, à propos de gravité, tiens, on est encore sur la gravité, bon, c'est bien. Pourquoi pas. Bon, donc je vais aller sur... Non, bon, je suis en train de supprimer les liens YouTube. Non, gardons-les. Donc voilà, je suis là-dessus. Normalement, si je fais ça, ça marche ou pas là? Ouais, ok. Donc, voilà. Là, je suis sur. Où est-ce que c'est mis? Où est-ce que je suis là? Hop. Ah merde. Non. Voilà, je me questionne beaucoup là en ce moment sur donc bon, toujours sur la gravité. Alors visiblement, je suis encore dans le cadre de la gravité. Ok, je me questionne sur depuis quelques mois sur qu'est-ce que je fais l'année prochaine, hein. On est en avril, donc je me questionne sur qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reprends des études? Lesquelles? Est-ce que je trouve un taf alimentaire très vite? Est-ce que je continue d'être au RSA, mais en fait, bah, faut pas, parce qu'il faut trouver une solution pour sortir du RSA. Ça fait partie de mes obligations. Voilà, moi, bon, jusque-là, ce que je fais, c'est je me dis, bah, je suis artiste, et je fais mon travail d'artiste. Seulement, en effet, bon, bah, tant que ce travail-là ne rémunère pas, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, comment faire avec ça? Comment lier quelque part activité d'artiste et, et revenu, quoi. Et revenu. Bon, donc voilà, donc en ce moment, du coup, bon, je travaille sur ces questions-là. Comme depuis longtemps. Du coup, bon, là, voilà, alors j'avais d'autres onglets que j'ai fermés, du coup, bon, tant pis. Il y a ce livre de Beuys qu'un ami m'a conseillé sur la question de l'argent. Donc peut-être qu'il y aura des propositions là-dedans qui peuvent venir. Je crois que c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est de penser l'argent comme étant un esprit, comme étant quelque chose, un objet magique auquel on peut se référer. J'aimerais bien faire une espèce de travail sur le sujet plus tard. Voilà. Bon, là, il y a un truc de Bray, Éloge des frontières, c'est un peu étrange ce titre. Moi, de Bray, je me méfie un petit peu du coup maintenant qu'il y a ce genre de. Mais peut-être qu'il faudrait que je lise de Bray, peut-être qu'il y a des choses chez de Bray, je sais pas. Voilà, des trucs de Wikipédia. Alternative économique. En fait, quand j'étais au lycée, quand j'étais au lycée, je tombais sur des livres de Karl Marx et j'étais pris par cette lecture économique de Karl Marx voilà, qui montrait ce truc, cette violence du travail d'un côté, avec cette illusion de la marchandise de l'autre, et comment penser ce truc-là, ce rapport-là, quoi. Et donc, ça avait fait un effet sur moi vraiment, euh, parce que je voulais comprendre ce qui s'était passé avec l'URSS, comme s'il y avait quelque part là-dedans quelque chose qui était pas clair, qui était un peu caché, quoi, la question révolutionnaire, quoi, qui touchait en moi un sentiment de. Je crois que j'ai été beaucoup touché aussi, je crois. Peut-être, je sais pas si c'était à ce moment-là, mais je pense que si, quand même. Touché aussi par une forme de répression au lycée qui m'avait marqué. Euh, il y avait une manifestation devant mon lycée qui était ainsi un blocus et il y avait une répression policière qui était vraiment violente. Et je crois que j'ai trouvé ça pas correct du tout. Enfin, à la fois, je trouvais ça un peu disons, évident que ça menait à ça. Ça allait mener à cette violence-là. Et en même temps, cette violence m'apparaissait complètement, comment dire, révélateur en fait
non seulement d'un abus de pouvoir, mais même du pouvoir lui-même. C'est comme si le pouvoir, il n'y a pas, y a pas un abus de pouvoir qui serait que c'est normal d'avoir du pouvoir, et puis d'un autre coup il y aurait un abus. C'est que le pouvoir lui-même est un abus. Et là, ça révélait le pouvoir, en fait. Ça révélait le fait quelque part que finalement le lycée n'appartient pas aux lycéens. Il appartient euh, au directeur enfin, à un système d'au-dessus. Ça révèle le fait que nous sommes là pour obéir. Donc ça révélait le fait quelque part que, contrairement à la Constitution ou à des principes, le peuple n'est pas souverain. Quoi. Là, c'est pareil, nous ne sommes pas souverains. Nous, étudiants, ne sommes pas souverains de ce qui se passe ici. C'est pas nous qui choisissons d'apprendre, en fait. On nous demande d'apprendre des choses et quand on n'est pas content, on ferme sa gueule. Quoi. Et ça, j'avais vécu ça comme vraiment une vraie violence, je crois. Et depuis, bah, justement, il y a une partie de moi qui a appris vraiment à se taire et l'autre qui s'est dit, bon, bah, reste dans le système, mais ne sois pas trop dupe de ce qui se passe. Quoi. Et je crois que ça faisait écho aussi à d'autres situations comme celle-ci. Quand dans une famille on vit de la violence par exemple, quand dans une cour de récré on subit de la violence parce qu'on est dans du harcèlement et qu'en même temps il n'y a pas de... Voilà, on se dit bon faut tenir, mais on sait quelque part voilà, qu'on tient mais qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Il y a une... Et moi je travaille ça, je crois que ce que je travaille c'est cette espèce de, disons, la forclusion sociale, je pourrais le nommer comme tel. Hein. L'idée quelque part que les structures institutionnelles de l'État, de l'école, des groupes aussi, mais qui me semblent être pour moi un effet de la structure. Parce que bon, bah, s'il y a des groupes dans une école qui harcèlent une personne, bah, c'est aussi parce qu'il y a un cadre, enfin je veux dire, c'est que on peut pas s'échapper, enfin je veux dire, c'est le principe, c'est-à-dire que ça forme, la cour de récré, elle est close. Il n'y a pas de sortie, on ne peut pas s'échapper. Enfin, donc, s'il y a du harcèlement, c'est aussi parce qu'il y a un système autour qui fait qu'on ne peut pas sortir. Quoi. Bon, ça semble assez. Donc voilà, il y a un système social qui produit ça. C'est pas la cour de récré n'est pas un espace naturel. C'est pas l'espace naturel vs le cours qui serait culturel. Cette dualité-là, pour moi, qui est dans la cour de récré face à la salle de classe, elle m'apparaît structurant aussi d'un dualisme occidental, qui n'est pas anodin, quoi, en fait. Qui fait que la supposée état de nature, la supposée cour de récré, en fait, elle est pas... Bah, c'est une production, quoi, en fait. C'est une production aussi. Elle est... Bon, bref. Et pour l'action de l'économie, elle renvoie ça aussi. L'action de l'économie semble s'inscrire dans un rapport et un enjeu ontologique considérable dans la question économique. Parce que qu'est-ce que représente l'argent? Que veut dire l'argent? L'argent se met une sorte d'œuvre d'art, comme semble le dire aussi du coup Beuys, mais bon, c'est un truc qu'on trouve aussi chez Marcus Gabriel sur le sujet. Voilà, donc Alternative économique, donc qui rentre, voilà, et c'était un magazine qui était pas loin, enfin que j'avais lu aussi pas longtemps après avoir lu Marx. Donc voilà, j'avais ce truc-là de comment penser des alternatives économiques. Alors là, je sais pas du coup qu'est-ce qu'il y a dessus. Bon, voilà. Bon, Karl Marx. Bon, ok. Et puis, on a, voilà, donc ça, c'était donc des questions que je posais à Mixtral. Voilà, sur l'économie politique de Filiou, on est là-dedans. Ça, c'est un serveur, donc InVideos, c'est un... donc ça semble être hébergé par FDN, hein, comme c'est marqué en bas là. Bah, c'est marqué ici, fdn.fr. Et c'est un YouTube en front-end qui permet de ne pas avoir accès à... Enfin, d'avoir juste un YouTube, mais disons, sans tout le truc autour, quoi, juste les vidéos. Quoi. Voilà, ce sera mieux demain. Alors ça c'était... Oui, et puis ça, après derrière c'était des... C'était du coup des vidéos dans lesquelles j'ai apparu. Donc j'ai fait d'interventions. Et donc ce sera mieux demain, c'est une intervention dans laquelle j'ai parlé de l'enfance. Ici c'était une interview par Amy Holz qui s'appelle Violeté de Trickster, où je parlais de Trickster et de mes pratiques. Et puis là c'est
un truc sur où on parle du travail et de la passion. Voilà. Donc voilà. Et puis donc je voulais aussi voilà, c'est toujours un peu la même. Et puis là, c'était voilà, La Passion ne paie pas mon loyer, qui est un, un plateau de télévision aussi, voilà, où on parle de la question de l'artiste et de la précarité. C'est un truc qui revient du coup régulièrement, visiblement. Et puis bon, après ça, c'est pour la question du voyage en solitaire. Bon. Et donc là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Benjamin Grassino. Voilà, en fait, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que du coup, je suis parti faire des courses en me disant, bon, allez, je vais faire les courses, faut que je me détende un petit peu l'esprit, là, faut que voilà. Parce que là, je suis en train justement de préparer un peu un portfolio pour postuler à une espèce de rencontre avec des critiques d'art, un truc comme ça, mais bon, je sais pas, je fais ça parce qu'on m'a proposé de faire ce truc-là, et je me dis, bon, allez, j'y vais. Je sais pas trop ce que ça va être, et je sais pas trop même si j'ai vraiment envie de le faire. Mais je me dis faut tester justement parce que je veux essayer de c'est pas que je veux sortir du RSA en tant que tel, mais c'est que je sens quelque part que il est important que j'essaye. Enfin, il y a quelque chose dans le fait d'être au RSA pendant longtemps, c'est que à la fois moi ça me permet quand même de faire mon travail artistique. Ça c'est important. Mais j'ai l'impression que en fait, si je suis au RSA, c'est parce qu'il y a aussi quelque chose qui m'empêche de trouver autre chose, qu'il y a beaucoup de peur, qu'il y a beaucoup de quelque chose qui m'écrase en fait, et qui fait que pour l'instant je suis au RSA et que j'ai pu explorer beaucoup de choses, mais que peut-être que cet écrasement, il vient justement d'un ensemble d'agressions, de violences que j'ai vécues, et que c'est comme si j'avais besoin de me protéger dans un petit espace pour mener ce travail en étant protégé. Mais je me dis que justement, déjà cet espace qui est protégé, il est de moins en moins parce qu'on se sent constamment menacé de ne pas avoir le RSA, menacé qu'on nous coupe les aides, menacé qu'on nous force à faire un travail qui va être très difficile et qui va nous épuiser complètement et qu'on ne pourra plus faire son travail à côté. Donc voilà, il y a ce truc-là. Et puis aussi, même une espèce bon, moi je m'en fiche sur un plan moral parce que j'ai une autre lecture de la question économique, mais il y a tout un discours très culpabilisant qui vise à pointer du doigt justement les gens qui sont RSA comme étant je sais pas, des assistés, des trucs comme ça. Alors qu'en fait, bon, moi je fais mon travail d'artiste, donc moi je considère pas que je suis un assisté, je considère que je bosse pas gratuitement, mais je bosse pour un salaire minimal et que je devrais payer beaucoup plus en fait. Et que c'est pas ma faute si le système économique méprise l'histoire de l'art. Moi je suis au service de l'histoire de l'art, je fais mon métier correctement. Voilà. S'il n'y a pas d'artiste en France, il n'y a pas de langage, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son. Ça veut dire ça aussi. Alors, il y en a peut-être d'un point de vue, je sais pas, amateur ou comme on veut, mais ça marche aussi. Mais j'ai envie qu'on pense cette chose-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait de l'art, quel est le rapport entre l'art et l'argent? Et est-ce que les moteurs, qui sont ceux qui produisent l'art, sont des moteurs liés à l'argent? Et est-ce qu'il ne serait pas pertinent pour tout le monde de penser aujourd'hui que dans des espaces qui sont en particulier ceux de la recherche et ceux de l'art, il est pertinent dans une optique démocratique que l'art puisse être fait un peu par tout le monde, la recherche puisse être faite par tout le monde, qu'on en ait le temps et les moyens pour ça, de penser des formes de recherche, voilà, des formes de recherche et d'art, par exemple, collaboratives, ou voilà. Donc, ça veut dire que pour moi, ça pose un problème, c'est-à-dire que quelque part, même me professionnaliser en tant qu'artiste, chose que je ne suis pas contre en tant que tel, ça m'intéresse de faire ça aussi, mais par exemple, ça pose un problème parce que si je fais de l'art en tant qu'amateur, si je le fais en tant qu'artiste professionnel, je vais rentrer dans des logiques, je risque de rentrer dans des logiques financières, dans des logiques institutionnelles, qui vont transformer aussi la signification de mon travail. Ça, c'est pas rien non plus.
le fait de faire de l'art du point de vue de la précarité, c'est pour moi une manière de travailler la précarité. Donc c'est pas rien si je travaille sur la précarité, et c'est important que je sois précaire, précisément, que je sois ça pour explorer cette dimension-là aussi. Bon. Après, c'est peut-être spécifique à moi, ça veut dire que moi, évidemment, je travaille ici cette dimension-là de l'existence, à la fois de l'existence et de la subjectivité, mais aussi de l'art qui peut se faire depuis cette chose-là. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont au chômage, beaucoup de gens sont au RSA, et un petit peu comme il y avait des prêtres ouvriers qui se mettaient avec les ouvriers, etc. Bah, moi, je suis un peu un prêtre chômeur, je sais pas comment dire, mais voilà, c'est comme si j'essayais de comprendre ce qui se passait dans cette catégorie-là. Donc peut-être que je serais très content d'être un artiste professionnel, peut-être pas, hein, mais peut-être que je serais très content de faire un artiste professionnel, parce qu'après tout, j'ai fait 5 ans d'école d'art, j'ai fait quelques résidences, etc. Et donc, enfin, pas tant que ça, mais bon, après tout, peut-être que c'est peut-être pas si compliqué de rentrer dans ce système-là de résidence, etc. Mais à ce moment-là, ça n'avait pas de sens pour moi, parce qu'il fallait explorer justement cette dimension de l'art qui se fait dans une espèce de temps long, et dans un temps qui ne consiste pas à rentrer dans une sorte de circuit d'un art marchand, ou qui doit être dans des logiques de réciprocité, ou je sais pas quoi. Voilà, ça marchait pas comme ça. Bon, donc c'est pour ça que... Alors en fait, cette chose-là, j'ai un tiré en particulier de Benjamin Gracino. Pas que, mais en effet d'une sorte d'éthique des logiciels libres, d'éthique de la décroissance également. Et Benjamin Gracino, justement, donc là, j'ai son truc là, c'est lui. Voilà, c'est un sociologue, il est doctorant en sociologie, je sais pas quoi, pour la question du non-marchand, de l'espace économique non-marchand. Et en effet, dans la question de la décroissance, le non-marchand est important, parce qu'on s'intéresse à l'économie monétaire, mais aussi à l'économie non marchande. Hein, donc une forme d'extériorité à la marchandise, avec l'idée qu'il puisse advenir un monde non marchand. Voilà, espace de gratuité. Et moi c'est pareil, cet espace de gratuité, c'est en tant qu'artiste, j'ai travaillé aussi là-dessus, de comment on fait pour travailler dans ce non marchand, cet espace de gratuité, donc un art non marchand, un art gratuit, un art précaire aussi éventuellement du coup, mais donc voilà, il parle par exemple d'une police de la connaissance, l'idée quelque part que dès le moment où on rentre dans des logiques institutionnelles, avec des logiques de sciences fermées, d'obligation de publication, avec des systèmes de concentration des capitaux symboliques, épistémiques, etc., en fait on crispe la recherche, et il y a un risque quelque part que ce soit des logiques de pouvoir et donc des systèmes politiques. On a une politisation quelque part de la question épistémique. Si nous voulons un relativisme épistémique, donc une démocratie épistémique, il faut pouvoir ouvrir l'accès au matériel de publication, au matériel de recherche, en fait, de faire quelque part une science qui soit collaborative, qui soit quelque part ouverte à tout le monde, une science citoyenne. C'est pareil pour la question artistique, de quelle manière l'art peut être pensé comme un espace qui serait citoyen, ouvert un peu à tout le monde, qui soit quelque part dans une logique de démocratisation, quelque part. Culturelle. Démocratisation culturelle, ça ne veut pas dire qu'il y a des artistes rois qui font des expositions dans lesquelles le bas peuple peut venir. Ça veut dire que le bas peuple lui-même peut produire, non seulement produire, mais aussi critiquer, regarder, fabriquer les paradigmes de démonstration, d'exposition. Et ça veut dire que quelque part que de la même manière qu'un logiciel libre est utilisable et réutilisable, modifiable et transformable et critiquable par n'importe qui, bah ça serait pareil. Comment on pourrait faire un art libre, c'est-à-dire un art dans lequel les structures de production, de diffusion, d'exploitation, etc. sont ouvertes et respectent les logiques de la licence libre. C'est pareil ici pour la question ici des sciences ouvertes, de cette science, du coup, d'une science ouverte, quoi. Pareil pour la science, pour la question épistémique, quoi. Et c'est à cette possibilité-là qu'on peut penser une science démocratique. Sinon, c'est juste des experts qui sont dans leur coin et qui font leur truc, quoi. Et c'est pareil. Voilà, moi aussi je peux être un artiste expert dans mon coin avec d'autres gens qui font le truc, et bon, mais je sais pas si j'ai envie de faire ça, je sais pas si c'est très pertinent, et je sais pas si c'est enfin, ça crée pour moi beaucoup de problèmes. Je pense aussi quelque part qu'il y a vraiment non seulement pour moi cette chose-là, c'est l'opportunité de pouvoir penser un rapport démocratique qui me semble politiquement pertinent en ce XXIe siècle, vu tous les mouvements sociaux type Gilets jaunes, etc., qui sont en train de mettre en place et qui critiquent le manque de démocratie, et moi aussi j'ai souffert de ce manque de démocratie, avec notamment je crois que c'est le traité de Lisbonne, hein, que j'ai pas tellement apprécié quand même. Quand j'étais enfant, je trouvais ça un peu dégueulasse, ce qui s'est passé là-dessus. Et puis aussi parce que je crois aussi que ça ouvre quelque chose. Ça veut dire que penser une recherche quelque part qui ne serait pas inscrite dans les filets du pouvoir, dans les filets d'une police de la connaissance, en fait c'est aussi être libre.
C'est con, hein, mais c'est aussi avoir une liberté de pensée, une liberté de recherche, une liberté de pouvoir assembler de penser quelque part une autre science est possible, en fait, une autre science, un autre art est possible, parce que du coup, on n'est plus tout à fait dépendant d'une structure qui nécrose toute possibilité de pouvoir sortir des paradigmes traditionnels, mais on peut sans problème tester de nouvelles choses, des trucs un peu bizarres, etc. Puis si ça marche pas, on revient. Bon, on n'est pas obligé quelque part de vouloir sauvegarder sa place à tout prix dans une institution, quoi. On n'est pas dans une logique concurrentielle à vouloir faire l'art le plus pertinent, enfin l'art ou la recherche la plus forte et la plus pertinente, mais on pose une diversité de pratiques. C'est ce qui se passe dans le logiciel libre. Il y a une diversité de possibilités. Bon, après en effet, c'est vrai que le logiciel libre ne fonctionne pas toujours très bien. Si on cherche la performance, des fois, il faut mettre des logiciels propriétaires et tout. Donc peut-être qu'il y a une sorte de, comment dire, de lien à faire entre les deux. Moi, ce que je pense, c'est que pour l'instant, c'est peut-être que le logiciel libre, il convient, mais peut-être qu'il y a un retard. Peut-être que voilà, peut-être quelque part que ça dépend de qu'est-ce qu'on cherche. Peut-être que le propriétaire a un intérêt que n'a pas le libre. Ou pas. Bon. Mais en tout cas, visiblement, il y a quelque chose que le libre possède que le propriétaire n'a pas. Et c'est pareil pour la question ici de la recherche. Une recherche qui s'inscrirait sur des logiques libres, de sciences ouvertes, ou un art qui se sur ces formes-là aussi, bah, ça peut être intéressant. C'est ce que je fais ici, moi, en essayant de penser comment la vidéo et Internet, alors là c'est YouTube, parce que bon, je ne sais pas trop comment... Enfin, je pourrais utiliser Peertube, c'est vrai, mais... Pour l'instant, par facilité, j'utilise YouTube, et puis bon, au pire, je pourrais basculer sur un autre service ou quoi. De quelle manière ça peut être un espace de production de connaissances, voilà. Alors, il y a un article là-dedans où, donc voilà, de la même manière, Benjamin Grassino défend l'autopublication. Je crois que j'avais lu cet article, du coup. Voilà, donc dans l'autopublication, il dit, bah voilà, c'est intéressant parce que c'est un peu... voilà, c'est un peu démocratique quand on a les moyens de se publier soi-même, plutôt que de passer par des espaces privés, des espaces payants, etc., enfin, qui limitent l'accès. Voilà, c'est-à-dire voilà, comment penser l'action de la publication, comment se donner les moyens pour s'auto-publier. Voilà, moi j'ai essayé de construire les outils pour pouvoir me publier facilement mes propres outils de recherche, ma propre diffusion du savoir, hein, à travers le livre Précarité par exemple, qui est une recherche que je peux diffuser. Voilà, bon, donc il explique un peu tout ça, quoi, du coup. Voilà, mais aussi ici sur Internet, quoi, comment Internet pour aussi cet espace-là. Bon, on voit un petit tableau ici des différents types qu'on a, quoi, du coup, sur... donc voilà, en fonction de si c'est une publication libre ou obligatoire, etc. Bon, qu'est-ce qu'on a comme type de publication, en fait. Voilà. Donc voilà, lui, il essaye donc du coup de penser... Par exemple, un truc qui est intriguant, c'était quoi un article que j'ai disais tout à l'heure, du coup... sur la question des circuits courts, par exemple. L'idée que les circuits courts, par exemple, était une conception un petit peu... Enfin, on a l'impression que les circuits courts, c'est quelque chose qui est écologique, mais pas forcément. Parce qu'il dit, en fait, non, c'est une fausse idée, qui, en plus, du coup, se lie un peu avec une logique parfois un petit peu réactionnaire de droite, côté un petit peu localisme, quoi. Parce que... par exemple, si on fait venir, je sais pas, des bananes d'Afrique du Sud, bah en fait, c'est pas, si elles viennent en cargo, c'est pas dit que ça dépense moins de carburant que si on le fait venir en camion depuis le département d'à côté, par exemple. Parce que, en fait, il y a des économies d'échelle. C'est qu'il y a tellement de bananes sur le cargo qu'en fait, ça compense... c'est pas forcément... voilà, les économies d'échelle font que c'est peut-être beaucoup plus économique. Et en fait, à la fois rentable économiquement et rentable aussi écologiquement, en fait. Et ça m'intéresse cette idée-là, de se dire, en fait, peut-être quelque part que... dans un sens, le capitalisme est écologique, un petit peu. Où il y a quelque chose dans le capitalisme qui fonctionne... ou peut-être pas le capitalisme, mais l'industrie, en fait. L'industrie est écologique en elle-même. Qu'il ne faut pas opposer industrie et écologie. Et pareil, voilà, il disait qu'en fait, les échanges locaux, peut-être quelque part enfin, il me semble, c'était pas clair quand je le lisais, mais il me semble quelque part qu'ils augmentent quand il y a des échanges mondiaux aussi.
Donc en fait, c'est pas le local vs le global, c'est que le global va augmenter le local, parce que ça permet d'augmenter les flux et donc augmenter ensuite l'activité, etc. Donc en fait, il n'y a pas à les opposer. Et ça voilà, c'est pareil, parce que j'ai l'impression que moi aussi, je suis pris beaucoup dans des sortes de trucs comme ça, quoi. Et la question, c'est pareil, c'est comment voir de quelle manière comment dire, ne pas opposer, par exemple, disons, sciences ouvertes et sciences fermées, par exemple. Peut-être qu'il y a besoin d'un petit peu de sciences fermées, j'en sais rien, mais comment, en tout cas, ou logiciel propriétaire et logiciel libre, peut-être que les deux, comment dire, fonctionnent l'un et l'autre, et peut-être quelque part que le logiciel libre peut comme progressivement prendre le pas sur le logiciel propriétaire, ou pas, hein, mais peut-être pas qu'il peut s'en nourrir aussi, quoi. Enfin, c'est comment l'un peut se nourrir de l'autre. Jusqu'à peut-être quelque part que une majorité de choses deviennent non marchands, je sais pas, mais voilà, bon, c'est un petit peu bon. Moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse ici, c'est de voir de comment je peux, en effet, développer une économie non marchande, une économie de l'art non marchande, une économie de... et en même temps, j'ai besoin aussi d'argent. Hein, ça veut dire que bah, j'ai besoin d'argent pour manger, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer. Et puis j'aimerais bien avoir de l'argent aussi pour moi pour voyager ou pour acheter des trucs, pour tout ce que ça fait. Bon. En fait, j'ai envie pour moi d'avoir une maîtrise de l'argent, d'avoir quelque part, on va dire une abondance, hein, pour faire simple, c'est un petit peu ça simplement qu'il faut le trouver. Dans mon travail, en fait, ce que je veux, c'est ne plus avoir peur du manque, ne plus avoir peur de manquer d'argent ou de manquer d'autres choses. Et voilà. Alors, pour moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que... Voilà, et en fait, il y avait aussi autre chose, c'est que bref, bon, je parle un peu de moi, mais c'est bien, en fait, j'ai que ça à faire, je crois qu'il faut y aller. Ça fait déjà 26 minutes que je parle, hein. Parce que voilà, si j'arrive ici sur Benjamin Gracino, c'était que, donc voilà, je disais que tout à l'heure j'étais au Super U, donc, et j'étais parti acheter des trucs, et puis en fait, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai envie d'acheter? Qu'est-ce que je fais? Avant ça, j'avais écouté Saez, musique qui m'avait un peu bouleversé avant. Vraiment bouleversé. Mais là, je l'écoutais, je me disais, bon, ça me touche, mais bon. Puis après, j'ai écouté Fauve. Puis je me disais, bon, c'est mignon, mais c'est un peu nul. Mais bon. Et j'ai un peu ce truc-là qui est de me dire, à la fois, voilà, dans Fauve, j'ai l'impression qu'ils disent, nous sommes de ceux qui résistent, de ceux qui guérissent, de ceux qui... Nous ne sommes pas de ceux qui... quand la table bouge, disons que c'est parce que quelqu'un a cogné du pied, enfin voilà, a fait cogner son pied sur un des bords de la table. Je sais plus qu'est-ce que c'est la phrase, mais... En tout cas, ça suppose quelque part, voilà, nous sommes de ceux qui croient au miracle, nous croyons aux esprits. Donc nous avons une croyance qui n'est pas rationnelle. Nous croyons quelque chose qui n'est pas rationnel. Et il y a là-dedans quelque chose, une espèce de, finalement, d'affirmation religieuse, mais d'un religieux qui échappe au dogme immédiat, qui est plutôt une sorte de croyance en quelque chose qui serait à atteindre et qui serait cet inconnu, en fait. Bon, et je crois que ça me touche aussi parce que c'est ça moi, c'est un peu la révolution, si on veut, ou l'apparition, le fait de faire advenir ce qui n'existait pas encore, quoi. Et ça me touche parce que je trouve que dans la recherche scientifique, où à la fois c'est l'espace dans lequel on peut essayer de faire advenir quelque chose qui n'existe pas encore, et en même temps j'ai l'impression qu'il y a une architecture qui fait que tout est fait faut pas trop non plus que ça advienne n'importe comment, quoi. Faut quand même que ça reste dans les cadres. Attention. Bon. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec voilà, la police de la connaissance de Paul Feyerabend. Et moi je dirais qu'il y a une police de l'art. Hein. J'essaie de penser aussi cette police de l'art. C'est-à-dire qu'il y a des institutions qui vont cadrer ce que peut être l'art. Et donc ce sont les institutions conceptuelles, par exemple, le terme qu'utilise Stephen Wright. Moi, je vais utiliser le terme de police de l'art, j'aime bien parce que ça renvoie du coup à Paul Feyerabend, et donc ça permet de faire le point avec la question de la science là-dessus. Mais voilà, l'idée que part que l'ensemble des institutions, notamment un peu d'experts de l'art et qui sont rattachés à un système universitaire, constituent... Enfin, en fait, en gros, on peut utiliser la critique de Paul Feyerabend sur la question artistique, quoi. Voilà. Avec l'idée quand même que l'art, historiquement, s'est constitué dans des espaces indépendants. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même une espèce de volonté d'indépendance dans l'art aussi, quelque chose qui permet peut-être d'être beaucoup plus en avance entre guillemets, hein, sur cette question du rapport à l'académisme, plus en avance que la science, parce que la science, une science non académique, ici elle semble être posée par exemple avec Iman Illich, avec Grothendieck, avec Jacques Ellul, avec un ensemble de personnes qui viennent plutôt de l'écologie politique, mais c'est plutôt XXe siècle, alors que
La question de... Enfin, je crois que c'est 20e, oui, je dirais 20e siècle, je dirais, oui, quoi. Alors que la question de, bon, voilà, de sortir de l'académisme, c'est un peu avant le 20e siècle pour l'art, quoi, quand même, hein. Euh, c'est quoi? C'est l'impressionnisme, c'est 19e, quoi, c'est ça? Que je dis pas de conneries, quoi. C'est même le moment où on va presque sortir. Voilà, c'est, je sais pas, ouais, en opposition à l'art académique, voilà, c'est ça. Et moi, c'est pas rien quand même, Manet, tout ça, hein, c'est un peu. Bon, c'est quand même pas rien cette chose-là, hein. Euh, il y a du paysage, là, faut en sortir, quoi. On va aller. Si je me trompe pas, c'est ça, on va vraiment aller dehors, on va filmer, on va aller dehors, quoi. On va peindre dehors, quoi. Et j'avoue que c'est ce geste-là autour de la science qui peut apparaître. Donc, la question ici, c'est, je me dis, mais ce mouvement-là, justement, de quelle manière ce mouvement de science ouverte ici est lié en fait aussi, alors déjà à la pensée, au mouvement hacker aussi, hein, parce que c'est le logiciel libre, hein, mais aussi à ce geste aussi dans l'art, quoi. Et parce que voilà, bon, là donc ce que je me disais, donc c'est après avoir écouté ces deux musiques magnifiques qui sont donc Be My Princess de Saez et Blizzard de Fauve. Et ça, le blizzard, hein, on l'appelle au dehors, quoi. On entend le blizzard, on entend. Il y a une espèce de respiration comme ça. De cris portés vers le dehors, quoi, un petit peu fauve, hein, quand même. Bon, c'est pas rien si ça fait autant écho aussi un peu au comité invisible dans les paroles. Voilà, une espèce de truc comme ça, d'appel un petit peu à une extériorité un peu bon. Bref, mais parce qu'il y a une critique du romantisme aussi. Alors, romantisme, moi, je pense que c'est toujours plus ou moins lié au romantisme, ces choses-là. Mais bon, je sais pas, je connais mal toutes ces histoires-là. Il faudrait pouvoir en parler avec des gens qui se connaissent mieux que moi. Mais bon, tout ça semble comme un roman, d'accord. Bon, ok. C'est joli ça. Bon, mais parce qu'il y a une critique du romantisme par les mouvements féministes et je sais pas si je suis d'accord. Je sais pas trop. Faudrait voir. Bref, enfin, c'est pas une question d'être d'accord ou pas, mais je sais pas quoi en penser en fait du coup. Parce que c'est intriguant comme critique quand même, de faire une critique. Parce que le romantisme, ça, voilà, c'est un petit peu, oh, c'est joli, bon, mais bon, si en effet c'est machiste, alors on peut penser, serait quoi du coup un romantisme féministe, du coup aussi, est-ce que c'est possible de les lier du coup, peut-être. Donc voilà, je reviens sur Benjamin Crastino. Donc du coup j'étais du coup dans ce magasin, hein, et je me questionnais du coup parce que voilà, c'était ces derniers mois, je me suis dit bon qu'est-ce que je fais du coup. Et pour moi ça s'est porté sur différentes propositions de métiers que je pouvais faire pour essayer d'être autonome par rapport. L'idée c'était d'être autonome par rapport au RSA, que le RSA je en sorte et que je ne sois plus mis dans une situation je vais toujours être précaire, on peut être travailleur précaire, mais en tout cas de ne pas être dépendant d'institutions qui peuvent à tout moment me couper les livres et que j'ai pas de solution de repli, quoi, on va dire. Ça c'est un stress du coup. Donc voilà, donc la solution c'était soit quelque part je trouve un métier dans l'audiovisuel, parce que j'ai une formation là-dessus, mais je sais pas quoi, parce que j'ai pas de réseau en tant que tel. Soit je me dis je deviens instituteur par exemple, parce qu'il y a des gens qui... L'éducation nationale recherche des instituteurs, mais en même temps ça me plaît pas. Je crois que ça va pas marcher. Et puis dans le département dans lequel je suis, il n'y a pas de place pour l'instant. Mais c'était un métier, l'enseignement, qui m'avait intéressé, mais qui m'intéresse un peu. C'est l'enseignement qui m'intéresse, mais pas forcément d'être instit en tant que tel. Et puis, soit je me suis dit, bon, je fais une école d'informatique, école 42 par exemple, qui est une école informatique un peu, pas autogérée, mais. Non, c'est autodidacte, enfin, même pas. C'est autonome, on va dire. Même pas autonome. Libéral.
absolument libéral. Mais je me suis dit, bon, allez, je teste et tout. Puis en fait, je vois que, bon, j'ai regardé enfin, je m'étais vraiment motivé pour le faire. Et puis là, j'ai regardé le programme et je me suis dit, mais en fait, non, ça va pas m'intéresser du tout. Enfin, ça m'intéresse comme défi, de le faire comme un défi. Mais en fait, c'est très bas niveau au sens vraiment de ça touche au hardware, enfin ça touche à des, c'est vraiment de l'informatique, comment dire, très technique, très pragmatique, on va dire. Bon, mais ça m'intrigue parce que c'est vrai que c'est un langage intéressant à apprendre en tant que tel. Mais en fait, mon travail, c'est pas ça. Mon travail artistique sur lequel je mène depuis des années, c'est pas ça. C'est un travail qui touche sur la question informatique. Et là, je me dis, si je fais ça, je suis en train juste de perdre mon temps. Je perds mon temps parce que je fais pas. Enfin, je me dis, c'est bête, j'ai fait tout un travail d'artiste. Là, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir un petit taf alimentaire éventuellement, mais c'est pas quelque part de me relancer dans une reconversion, dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais, et de tout mettre en plan et d'arrêter là, quoi. Et en fait, voilà, ce que je me dis là, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que j'étais donc dans le supermarché, donc, et je faisais le tour d'un rayon bio. Alors peut-être que le rayon bio, il y a une signification, je sais pas, mais. Et j'avais mal à une canine. Et je regarde sur internet la signification de ce que ça veut dire, enfin mal, gentiment mal, mais j'avais juste une canine qui me touchait un petit peu comme ça, quoi. Et il y a marqué dans la canine, c'était. Je vais marquer ici, hein. Ça, c'est de la science. Signification de l'anus, ok. Euh, euh, Symbolique des dents. Donc c'était la canine, c'était la. Ah oui, c'est marqué les trucs ici. C'était euh, la, la 12 ou la 13, je crois. 13. Putain. La 13, voilà. Donc la 13. Ah, l'image que vous aimeriez donner aux autres. Ok, bon, c'est pas le. Donc là, voilà, il y a une forme d'action du coup, hein. Du coup, hein, ok. D'action, alors c'est pas. Voilà, c'est ici que j'avais dû le trouver, je crois. Donc là, le truc était un peu différent. Parce que c'était, voilà, numéro 13, hein, c'est ça, hein. Bon, merde. Numéro 13. Je décide de choisir une activité sociale et professionnelle en accord avec mes valeurs. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, là, ça me semble assez évident. Je suis en plein dans ce questionnement-là. Je tombe là-dessus comme phrase. Et pour moi, ça fait un petit peu comme un signe qui est de me dire, bon, allez, je crois qu'il faut que je sois clair avec moi-même. Parce que je me questionnais du coup, bon, voilà, qu'est-ce que je. En fait, il faut que je sois clair avec moi-même, qui est que euh, ce que je souhaite faire, c'est être artiste-chercheur, et ce depuis le début. Et en fait, en essayant d'être un stit, en essayant d'être, je sais pas quoi, faire dans une école d'ingénieur, enfin une école d'informatique, ou en faisant du BTS, enfin en faisant de l'audiovisuel, etc. En fait, c'est toujours une manière pour moi. Alors c'est marrant parce que là, c'est ce que je fais ici. Ça veut dire que là, je suis à la fois un peu prof, si on veut, au sens où je parle d'un truc. Je fais un peu d'informatique, parce que et puis c'est de l'audiovisuel, donc ça lié trois, si on veut. Mais euh, je, je...
il y a quelque chose en moi qui est que... en fait, c'est comme si j'essayais d'éviter ce truc-là, d'essayer d'éviter ce métier qui pourtant m'intéresse beaucoup, mais qui m'apparaît un petit peu, qui est artiste-chercheur. Voilà. Et je crois que c'est parce qu'il y a un truc qui bloque aussi là-dedans, qui est, parce qu'en effet, artiste-chercheur, recherche-création, c'est quelque chose qui renvoie plutôt à des experts dans des universités, quoi. Et moi, je me rends compte, bah, je veux pas aller dans une université. C'est pas le truc, c'est pas vraiment le jeu, quoi. Bon, ce qui m'intéresse, c'est de penser plutôt une forme d'artiste-chercheur indépendant. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup, parce qu'en fait, j'ai un peu l'impression quelque part que je demande beaucoup de choses, quoi. Parce qu'il faudrait que je sois un peu artiste, un peu chercheur, et en même temps, il ne faut pas que ce soit l'université. Je me dis, ah, quand même, ça fait comme beaucoup. Mais non, enfin, en fait, c'est peut-être normal de faire ça. Moi, je vais peut-être qu'il faut assumer. Bon. Voilà, donc, du coup, le fait de revenir sur Benjamin Grassino m'a permis de me dire, voilà, en fait, c'est comme lui, ça vient de là, en fait, cette lecture-là, quoi. Parce que lui, c'est ce qu'il fait. Il fait de la recherche, action, pas création, mais action. C'est ce qu'il définit, hein, il le définit comme tel. À travers la question d'une autoproduction, d'une culture libre, etc. Et moi, c'est pareil, je me suis dit, mais finalement, est-ce que je peux pas. Enfin, il y a 5 ans, hein, c'était ça aussi que je m'étais dit. Je me suis dit, mais moi aussi, je vais faire pareil, je vais faire de l'autoproduction. Je vais faire un art qui s'adresse, qui est dans une forme d'autoproduction, donc c'est-à-dire qui produit ce dont j'ai besoin, qui produit éventuellement ce qu'on peut avoir besoin aussi quand on est artiste dans cette même configuration. Mais cette question de l'autoproduction, c'est la figure de l'usager, en fait. Hein. C'est la figure, au sens de Stephen White, encore une fois, qui l'utilise comme tel, un petit peu. Quoi. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'être soit producteur, soit consommateur, mais d'être son propre producteur, donc son propre consommateur. Et ce, pour la question de la recherche. Ce qui est intéressant, parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin. Ça veut dire que quand on fait de la recherche, il faut la faire pour une institution, pour un institut, pour machin, on perd notre temps, c'est insupportable. Quand on est artiste, c'est pareil. Bon. Là, il s'agirait de se dire, non, on fait de l'art pour soi, ou pour sa communauté, si on veut. Enfin, on fait de la recherche pour soi, sa communauté, et cet art et cette recherche nous aident, nous amènent quelque part. C'est un outil puissant. Donc voilà, c'est un petit peu ça que j'essaie de travailler aujourd'hui, et moi, c'est ce que j'ai fait jusque-là. Sauf que je l'ai fait de manière un petit peu privée, enfin privée, même un peu secrète, un peu privée, parce que j'avais besoin de passer par là, par ce truc-là aussi, pour avoir confiance en moi. Mais là, justement, j'ai l'impression que je peux maintenant m'autoriser à le faire plus publiquement, comme lui il fait. C'est vrai qu'il voilà, il publie son travail publiquement, tout son travail est là, disponible, voilà, c'est très bien, bon, super. Voilà, et donc voilà, et moi c'était pareil, quoi. Je me dis, bah, c'est peut-être ça que je peux faire. Donc là, je suis en train du coup d'essayer progressivement d'assumer tout ça pour dire ça, c'est génial, d'assumer ce truc-là pour moi. Mais c'est pas forcément évident non plus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est. Ah, pareil, qui semble un peu précaire, quoi. De se dire, bon, voilà, qu'est-ce que c'est quoi faire de la recherche-création en open source, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, comment on peut penser un modèle économique là-dessus, quoi? C'est un peu la décroissance, etc. Et en même temps, bah, pourquoi pas? Enfin, d'un côté, bon, allez, bon. Et en même temps, peut-être que c'est pas non plus si la décroissance que ça. Ça veut dire que. Parce que moi, j'ai l'impression quelque part que, comment dire, moi, je sens ça un petit peu. Je me dis, si je suis dans une position quelque part totalement décroissante, un peu dans mon coin, bah en fait, j'ai l'impression, comment dire, quelque chose qui est très, un peu triste, quoi. C'est un peu la figure, je sais pas moi, du chômeur qui n'arrive pas à vivre sa vie, qui passe à côté de ce qu'il pourrait faire, ce qu'il pourrait être, etc. Et en même temps, je me dis, oui, mais si je rentre dans un truc où je sais pas, à tout prix d'avoir un salaire, je rentre aussi dans une petite routine qui m'intéresse pas non plus. Et je crois que c'est pas la question, en fait. La question, c'est plutôt comment je fais pour être clair sur mon travail, faire un travail conséquent. Et ce travail conséquent, il traverse cet enjeu. Il traverse l'enjeu d'être du rapport à l'argent. C'est que l'argent n'est pas un. Il ne s'agit pas d'être du côté du non-marchand ou du côté du marchand. Il s'agit de voir de quelle manière ces deux domaines s'articulent l'un à l'autre et qu'on peut utiliser les deux espaces pour en faire quelque chose, quoi. Voilà. Jusque-là, moi, c'est vrai que j'ai plutôt considéré qu'il fallait que je sois dans une forme d'exclusivité non marchande. Parce que tout système marchand allait comme pourrir le truc. Pourrir l'art. Bon, et en fait, non, pas forcément. Enfin, je sais pas en tout cas. Bon, bref. Mais voilà. Alors, du coup, je me dis, voilà, c'est recherche-création. Recherche-création, c'est. Donc, recherche, ça vient de Circé. Et. Faut que je ramène ça, c'était quoi? Faut que je ramène mon. Donc, c'est tourner, quoi. Et rechercher, c'est retourner. C'est dans le sens où. C'est réfléchir. Il y a une espèce une sorte de réflexivité dans la recherche qui est importante. Donc, il y a une sorte de. Voilà. Alors que
dans la création c'est le fait de... Et c'est intéressant ce terme-là, plus que l'art, parce que l'art c'est autre chose encore. Mais la création, qui n'est pas forcément l'art, parce que la création elle peut se trouver partout, même dans... Pas forcément l'art d'ailleurs, mais la création c'est le fait de fonder quelque chose qui n'existait pas avant. C'est ce qui est écrit dans... Voilà, c'est littéralement le cas. Bon, la définition, c'est celle-là que j'ai vue. Et c'est pas mal parce que c'est vrai que le terme de création, il y a un truc un petit peu démiurgique, un peu, oh là là, ça vient nulle part. Bon, mais pourquoi pas après tout. Enfin, c'est vrai que... Déjà parce que... C'est pas parce que quelque chose... Enfin, exister, ça veut dire mener à l'existence. Mener quelque part à la visibilité. Mais peut-être que c'est quelque chose on peut peut-être découvrir. Peut-être qu'on peut faire une recherche. Est-ce que la création, c'est une invention totale ou est-ce que c'est une découverte? Bon, bah limite c'est pas grave, limite, enfin, on s'en fout, c'est un terme qui est utilisable, voilà, bon. Mais c'est intéressant parce que ça offre en fait la possibilité de faire advenir quelque chose de nouveau. Et ça me plaît beaucoup, cette idée d'une création. De me dire, je peux faire de la création, de faire advenir quelque chose de nouveau. Voilà, il y a un espace auquel c'est possible. Mais cette fait d'advenir quelque chose de nouveau, elle se place aussi en lien avec la recherche. C'est-à-dire que c'est par la recherche qu'on fait advenir quelque chose de nouveau, et c'est en faisant advenir quelque chose de nouveau qu'une autre recherche est possible, et puis voilà, ça va un peu ensemble, c'est un peu la même chose si on veut, c'est très proche en tout cas. Donc il y a une dialectique éventuellement, mais voilà, il y a quelque chose dedans qui me touche pas mal. Et je pense qu'en effet, la question ici des protocoles ouverts, moi, me parle plus, je me sens à l'aise avec ça, parce que c'est ce que j'utilise Linux, j'utilise tout ça, donc pour moi c'est pertinent. Voilà. Après, en effet, il y a la question donc, pour moi qui se pose d'un problème lié à l'argent. Mais je crois que ce problème lié à l'argent, c'est pas tellement la question pile de l'argent, c'est plutôt une conception, je crois, un peu réactionnaire que j'ai sans m'en rendre compte, qui est d'opposer le système industriel au système écologique. Comme si, quelque part, l'écologie était... opposée. Bah oui, du coup, au système capitaliste, au système industriel, et oui, peut-être, mais peut-être pas autant, pas comme ça, pas forcément. Peut-être qu'on peut, disons, voilà, peut-être quelque part que faire ses courses dans un hypermarché, c'est pas, disons, forcément un problème écologiquement, parce que, après tout, enfin voilà ce que dirait Benjamin Gracino, c'est oui, d'accord, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont exploités pour faire ce truc-là, oui, c'est vrai quelque part que les pays viennent à l'autre bout du monde, mais quand le petit paysan le fait aussi, enfin c'est pas mieux, enfin le petit paysan n'est pas moins exploité, même en circuit court, il n'est pas moins écologique, il n'est pas plus écologique, alors ça c'est peut-être à voir, mais quand même. Enfin en tout cas ça me met le doute parce que je me dis oui en fait peut-être que c'est des idées reçues qui sont pas claires et puis peut-être que ça bloque en fait la pensée et le travail. Moi ça me va aussi parce que il y a quand même un mouvement du capitalisme. Ça veut dire que ce truc-là où il faudrait défendre les circuits courts, le côté de proximité, etc. Peut-être, hein, mais pour s'opposer au méchant capital. Enfin, je trouve c'est un peu bah en fait, c'est presque une lutte à perte, parce que forcément, j'ai l'impression qu'on est... en fait, c'est toujours un truc un peu de résistance, de petite résistance comme ça. Mais je me pose la question, j'ai l'impression que ça libère pas une puissance, quoi, du coup. Moi, ça m'intéresse beaucoup dans presque une logique situationniste, quoi. Les situationnistes vont dire, oui, c'est vrai que les oiseaux, les avions, voilà, nous sommes dans l'hypercapitalisme, etc., et nous sommes aliénés par le capital. Mais il y a des avions. Et les avions font qu'on peut se réunir aux quatre coins du monde, si on veut. Donc ils pensaient quand même l'idée que la technologie était un espace aussi de libération. C'est un espace d'aliénation, dans un sens, mais c'est aussi un espace qui ouvre aussi une possibilité. Et voilà, comment passer par cette possibilité que ça ouvre. Voilà, ça m'intrigue un petit peu cette chose-là. Voilà, du coup, donc voilà, ce que j'ai envie de travailler, c'est cette chose-là aussi, quoi. C'est-à-dire la question un peu d'accélérationnisme, si on veut, mais de penser à un accélérationnisme écologique, de penser une forme accélérationniste qui serait pensée par rapport, enfin accélérationnisme au sens de, on utilise des technologies, on voit jusqu'où elles peuvent nous mener, ou qu'est-ce qu'on peut en faire, dans un cadre, mais penser à un accélérationnisme convivial, hein, on pourrait penser ici au manifeste convivialiste, par exemple, est-ce qu'il existe? Oui, voilà. Pourquoi pas ça après tout? C'est vrai que c'est pas mal ce texte-là, il faudrait que je le lise. Bah voilà, alternative économique, on y est. Donc, ouais, ça c'est des trucs, voilà.
Bah alors, il n'y a pas le PDF. Donc, en fait, il y a le manifeste, mais on peut pas le lire. C'est génial. Texte intégral. Bon, on s'en fout. Donc voilà, bon, c'est un petit peu, donc ça m'intrigue un petit peu, voilà, cette chose-là. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, voilà, c'est comment, quelque part aussi, on pourrait lier, bah, ouais, en fait, à la fois, quelque part, c'est une question qu'on trouve dans l'écologie, qui est la critique, la critique de la technique par l'écologie, mais une critique de l'usage, qui est une critique du potentiel aliénant de la technologie. Avec aussi, voilà, la possibilité qu'en font les hackers, enfin, il y a vraiment un enjeu sur la question bien des trucs où... Voilà, c'est vraiment une question en rapport à la technologie. En fait, comment la technologie peut aujourd'hui aussi nous ouvrir ce que PK et Madame, cité par Benjamin Gracino, parlait d'une académie du net, par exemple. Comment on pourrait faire une sorte d'université sur le web, par exemple. Alors, elle existe déjà un petit peu. Moi, je pense elle se structure progressivement dans des espaces, enfin, à travers des espaces comme YouTube ou quoi, où il y a des échanges qui peuvent se faire et tout. Il y a un espace public qui se construit progressivement. Et peut-être que progressivement, il pourra aussi se structurer de plus en plus sur des logiques libristes, ou peut-être pas, non, mais voilà, donc moi c'est un peu ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler voilà, dans tout ce que je viens de décrire dans ce domaine-là. Et la question c'est en effet, bon, est-ce que ça peut mener à une économie peut-être là-dedans? Je sais pas. En tout cas, ce qui me semble important pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir pu passer par ce truc-là. Donc c'était dans ma canine du coup. Bon, c'est pas que ma canine, hein, c'est aussi parce qu'avant j'ai fait pas mal de méditation en fait aujourd'hui aussi pour essayer de comprendre quelle attitude je devais avoir. Bon. Et là je me dis voilà, bah, en fait j'ai assumé ça. C'est peut-être comme ça qu'il faut que je me présente, que j'assume, c'est de vouloir faire une sorte de recherche-création conviviale, on pourrait dire. Hein. Voilà. Je vais voir qu'est-ce qu'il met dans le convivialisme. Parce que c'est ça qui me plaît bien aussi, cette idée de convivialisme. Hein. Ah, c'est ce qu'on manifeste. Post-néolibéral, c'est bien ça. Et en même temps, j'ai l'impression que ça suffit pas pour moi. C'est comme si... Voilà, en quelques mots, qu'est-ce qui ne... Bon, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je dis ça parce que Gracino se réfère à ce terme-là aussi. Voilà, nous avons destin commun avec la nature. D'accord, ok. D'accord. Donc le communisme, commune humanité, ça c'est intéressant. Commune socialité. Rapports sociaux, ouais, pourquoi pas. Non, mais pourquoi pas, c'est vrai. Je me méfie parce qu'il y a la question de, par exemple, de l'autisme, dans lequel il y a un besoin d'être seul aussi. C'est important, la question de la solitude. Moi, j'aimerais penser à ce rapport-là aussi, le droit à la solitude. On a le droit d'être seul aussi, si on veut, quoi. Faut pas qu'on soit obligé d'être dans le social. Ça peut être angoissant, on n'a pas forcément envie. Des fois, on a besoin d'être seul pendant longtemps parce qu'on veut travailler quelque chose dans sa vie qu'on ne peut faire que quand on est seul. Et quand on est artiste, c'est important d'être seul. Donc, voilà. Mais bon, on peut dire en effet quelque part voilà, que la richesse d'un rapport social, c'est avoir capacité de pouvoir choisir des rapports sociaux denses et intenses, mais aussi de pouvoir, enfin, je veux dire, le rapport avec soi-même, c'est aussi un rapport social. Si on veut. Dans ce cas-là, ça marche. Euh, légitime individuation. Ouais. La quête de reconnaissance. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, ce truc-là. Mais ça vient peut-être de ça, peut-être que c'est peut-être ce que je viens de dire du coup. Faudra voir qu'est-ce qui. Bon, faudrait que je lise un peu mieux le truc. D'opposition créatrice. Alors on y va. Objectif écologique. Réduction significative des inégalités. Ah, c'est bien ça du minimum.
D'accord, ça ressemble beaucoup en effet à des propositions de la décroissance de gauche, du coup, du type Paul Ariès, idéal démocratique. Un universalisme pluriel. Donc ça, c'est ce que Benjamin Grassi appelle un relativisme épistémologique, aussi, on pourrait dire, plus ou moins. Euh, relativisme démocratique. Et ça m'intéresse beaucoup, ça, parce qu'en effet, je crois qu'il y a... Pour moi, ça c'est vraiment un enjeu très important pour moi. Hmm. Ouais, bon, c'est très bien ça, voilà. Et en même temps, ce qui m'intéresse, c'est de voir de quelle manière, en fait... En fait, j'ai l'impression que le convivialisme pourrait avoir plus de... Enfin, il faudrait que je dise de manifeste, mais c'est un peu... C'est toujours un peu l'écologie aussi. C'est comment avoir une sorte de puissance de frappe, quoi. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'on peut presque le booster, quoi. Euh, Mais bon, non, mais oui, enfin, je serais d'accord avec tout ça, finalement. En fait, c'est que j'ai l'impression qu'on peut peut-être radicaliser pas mal de choses là-dedans. Peut-être qu'il y a la possibilité de pouvoir amener une forme de... Et oui, ça c'est la paix, ça, c'est bien. Bon. Ah, Thierry Paco, je l'aime bien, lui. Il a écrit sur la sieste. Philippe von Paris. Ok, bon, très bien. Ah, Bruno Lamour. Pas la tour, dommage. Ah bah, Yann Moulay-Boutan. Bah, c'est que des gens bien. Bon. Ok. Donc, ils ont mis des croix pour dire qu'ils sont morts, ça. Bon, ah, je viens de pas vrai ça là. Le cervique, bon, ça c'est pas trop étonnant. Ok, bon, très bien. Ouais, il y a Ah, un Vilmos. Bon, très bien. Ok, donc voilà un petit peu où j'en suis. Donc bon, finalement, tout ça m'apparaît assez cohérent. Euh... Bon, en effet, pour moi, il y a la question de... J'ai l'impression que la question de l'argent est centrale là-dedans. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque part, comment dire, euh, plus que la question écologique, il y a vraiment aujourd'hui quelque chose qui est l'ordre... Enfin, je sais pas, face au fascisme, face quelque part à la violence de la lutte des classes, etc. L'écologie apparaît trop gentille, toujours. Hein. C'est un peu le truc... trop gentille et presque ennuyeuse, quoi. Et c'est pour ça que ça m'intrigue aussi de voir c'est quoi une sorte d'écologie, disons... bon, il y a le soulèvement de la Terre, c'est vrai, quelque part, mais même pas forcément offensive, mais merveilleuse, utopique, radicale, what the fuck, enfin voilà, quelque chose quelque part qui soit intense, hein, qui relève d'une forme d'intensité, d'une puissance à côté duquel le capital devient tout de suite très ennuyeux. Parce que c'est ce que je vois un peu, hein, si on fait des courses dans un magasin bio, bah, c'est cher, il n'y a pas de musique, il y a pas de... c'est un peu ennuyeux, c'est un peu froid, pas toujours, hein, mais ça peut un peu quand même. Alors d'un côté c'est bien, parce qu'il y a un côté un petit peu, comment dire, on échappe aussi, logique un petit peu à toute la logique spectaculaire de la pub, etc. Bon. Mais en même temps, ça manque aussi, quoi.
Enfin, quand on est enfant, on se prend plein de pubs à la con. Et en même temps, cette publicité aussi ultra vitaminée, elle fait partie de l'enfance. Ça veut dire qu'elle est liée aussi à une espèce d'enfance. L'enfance est capitaliste, on pourrait dire. Un petit peu, quoi. Le capitalisme arrive à nous avoir sur l'action de l'enfance. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une manière aussi de penser une écologie, non pas capitaliste, mais ultra colorée, quoi. Un peu un truc comme ça, quoi. Qui soit... C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, quoi. C'est pas juste le convivial. Enfin voilà, le convivial, c'est ces trucs-là chiants, quoi. C'est ah, mieux vivre ensemble. Oh, viens, on va faire un pique-nique avec tes parents. Voilà, il y aura les voisins. Bon, en fait, ils sont chiants, les voisins. Alors, non, évidemment, non, c'est cool, c'est bien. Voilà, c'est bien, il y a le chien, il y a... voilà, on fait un pique-nique tous ensemble. Mais en fait, il y a aussi quelque chose là-dedans de très... Enfin, c'est aussi typiquement le genre de choses où on a envie d'être chez soi, enfin, d'aller sur l'ordi, quoi, pour aller jouer à World of Warcraft aussi. Enfin, en fait, j'ai l'impression que, voilà, que dans le convivialisme, l'être ensemble, il peut être tout à fait étouffant, en fait. Et c'est ça que j'aimerais envie de comprendre, c'est qu'en fait, ça, être ensemble ne suffit pas. Enfin, la question, c'est plutôt comment être... comment penser aussi une forme de liberté, d'intensité, de rapport au monde, qui quelque part, voilà, le réel, c'est pas le réel n'est pas que convivial. Voilà, c'est ça. Sachant que c'est pas ça. Le convivialisme, c'est pas. Enfin, il me semble que c'est plutôt lié à. Je sais pas si c'est Ellul ou Ivan Illich, mais quand il parle de. Non, c'est Illich, je crois. Qui parle de monopole radical vs usage convivial, je crois. C'est intéressant parce que ce qu'il pose là, c'est le libre, c'est-à-dire la liberté d'usage, à l'opposé de la restriction. Bon. Mais voilà, c'est pas forcément. Je pense que pour moi, il y a la question de la. C'est comment, quelque part, comment dire, accepter l'idée qu'on a besoin aussi d'une forme de compétition. La compétition, ça fait du bien. On a besoin de se venger, on a besoin d'être énervé. On a besoin de violence. On a besoin de violence. Quand on est adolescent, on veut de la violence parce que le monde est chiant, et parce qu'on souffre, et parce qu'on a mal, et parce qu'on est énervé, et parce qu'on veut vivre sa vie, parce que ça nous paraît comme une violence de ne pas être à la hauteur de la vitesse qu'on aimerait avoir. Et on veut cette vitesse, parce qu'on veut sortir d'un monde qui nous étouffe. C'est normal, c'est bien. Bon. Donc la question c'est que, et c'est possible de faire ça c'est possible que cette violence, elle ne soit ni douloureuse, ni agressive. Cette violence, elle peut prendre une forme, la forme d'une puissance d'émancipation. Si ça se fait dans un espace dans lequel elle a le droit d'exister, en fait. Et voilà. Et j'ai un peu peur que dans le convivialisme, il n'y ait pas ce droit-là, cette forme-là. C'est ce que je ressens juste émotionnellement, là, en voyant le truc. Je sais pas, c'est à voir avec le... Mais bon, je crois pas, hein, Moi, c'est souvent un peu un truc comme ça que je sens dans le... presque dans l'écologie aussi un petit peu, ou de... C'est que... C'est comme si j'étais attiré par le capitalisme parce qu'il y a un... Comment dire? Il y a quelque chose qui renvoie à un truc un peu masochiste, un peu l'ordre de la douleur, ou de la douleur de travailler pour avoir ensuite de l'argent, mais comme s'il y avait un besoin de souffrir un peu quand même, quoi. Et ça m'intrigue ça, voilà, de se dire comment on peut aussi laisser une sorte de place pour des gens qui, disons, qui veulent souffrir, et comment quelque part en fait, il y a un peu la question de la guerre. C'est comme si moi, c'est vrai, hein, j'ai un peu ce truc-là. C'est comme si je me voyais un petit peu comme un guerrier quand même, hein, un petit peu un soldat. Je suis un peu anti-militariste. Je suis contre la guerre parce que j'aime pas la guerre. J'aime pas la guerre si on l'impose aux gens. Attention. Mais j'aime bien, comment dire, jouer à un jeu de guerre par exemple. J'aime bien les FPS, j'aime bien ce jeu-là. J'aime bien être dans un sport où on peut se battre contre quelqu'un. Bon, je fais pas beaucoup de sport, mais voilà. J'aime bien faire des mathématiques et qu'il y ait une compétition, de mathématiques ou peut-être pas, mais parce que ça peut pas être forcément ça. Il y a aussi les mathématiques. En ce moment, j'aime les mathématiques pour elles-mêmes. Mais là, par exemple, ce que j'aime bien aussi, c'est me battre. C'est pas juste quelque part. C'est pas simplement vivre ma vie tranquille actuellement, ce que j'ai envie de faire. Là, ce que je vis en ce moment, c'est que je veux me battre aussi parce que je sens que j'ai pas trop le choix, que je me sens agressé par eux.
Donc c'est une manière pour moi de me défendre et Mais il y a aussi quelque part quelque chose qui devient de plus en plus une espèce de jeu de guerre. C'est un petit peu, allez, vas-y, viens, vas-y, je vais te péter la gueule. Il y a quelque part un truc qui est une manière de me battre contre un camp politique. Et je crois qu'à gauche, il y a un certain plaisir de se dire, on est de gauche, on va se battre contre les droitards. Et voilà, il y a une espèce de guerre un petit peu quelque part qui se joue. Mais cette guerre, elle peut être vue un petit peu comme un jeu à un certain degré. Parce que à un autre degré, ce jeu, ça touche à la survie elle-même. Hein. Donc c'est vraiment une guerre, quoi. Mais peut-être quelque part que cette guerre droite-gauche, elle pourrait être travaillée, elle pourrait être prise dans un cadre un peu sportif, qui ferait quelque part qu'elle ne serait pas aussi dangereuse. Aujourd'hui, on a une radicalisation du champ politique, qui fait quelque part que la question du politique, elle se fronte à une espèce de danger, de système de survie, parce que moi je le ressens comme tel. Mais peut-être quelque part que si on pose un cadre plus général, pour moi c'est un petit peu l'idée, alors peut-être que là on peut transformer cet espace de jeu politique, voilà, de guerre politique, de guerre face à un abîme, à un truc qui est plus cadré quelque part. Voilà. Ça c'est un truc qui m'intéresse plus. Et bon voilà, ça c'est un truc qui Voilà, théorie. Bon voilà, je sais pas pourquoi je parle ça, mais parce que c'est peut-être que c'est un enjeu intriguant, avant que ça mène là-dessus, je sais pas. Moi c'est vrai que j'ai envie de penser la violence en fait, aussi. C'est quoi la violence, c'est quoi l'agression, et on est dans un monde qui est très violent, je trouve. Enfin moi je me sens très violenté par ce monde-là. Mais peut-être que ce monde qui est... Peut-être que cette violence-là, peut-être qu'aussi elle est... Peut-être que c'est aussi parce que j'en ai besoin. Et donc du coup, peut-être quelque part qu'il faut que j'assume ce besoin, de comprendre ça, voilà. J'arrête là, je vous souhaite une bonne soirée, ça fait 1 heure que je parle. Et puis, voilà, à bientôt, je mets en ligne cette vidéo très vite.